première. Alors, on va profiter de ce moment de distanciel pour faire des petites vidéos parce que c'est un peu sympa. Avec un petit studio improvisé. La perche pour le micro, c'est un parapluie qui est calé dans la bibliothèque avec un gros dictionnaire qui empêche de faire bascule. Donc tout ça, c'est un peu, voilà, c'est système Y, peut-être même Z. Parce que si je pouvais mettre un micro d'ambiance, là j'ai pas mis un micro d'ambiance, j'ai mis juste un micro simple. Mais le problème avec le micro d'ambiance, c'est que je pouvais pas avoir le retour caméra. Voilà. Et donc, on va parler de la Deuxième République, de la séquence 1 qu'on avait notée ensemble en cours, qui est la difficile entrée dans l'âge démocratique, la Deuxième République, pardon, et le Second Empire. J'ai aucun flow, c'est affreux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous en souvenez? On avait vu, on s'était arrêté en 1848, et en 1848, c'était le printemps des peuples. Ce printemps des peuples, il existe aussi en France, ok. Il est caractérisé par la chute de la monarchie de Juillet. Louis-Philippe, désireux, soucieux de garder son pouvoir, alors que c'était un monarque fidèle aux acquis de la Révolution française, on l'appelait le roi citoyen. Il avait brimé les libertés de 89, les libertés des droits de l'homme. Donc, qu'est-ce qui se passe? À partir du 22 février, le peuple de Paris se soulève pour demander plus de droits. Et ces manifestations dégénèrent en fait en révolte, en émeute. On a des barricades dans Paris. Et ça va être les 3 journées du 22 février au 24 février qui vont mettre fin à la monarchie. Le 24 février, Louis-Philippe abdique, un gouvernement provisoire est mis en place, et le 24 février 1848, la Seconde République est proclamée. Là, je vous donne une citation d'un professeur d'histoire, André Ancrevet, qui dit « Chute brutale pour un régime, sans doute trop républicain pour les vrais monarchistes, et trop monarchiste pour les vrais républicains. » Alors, qu'est-ce qui nous intéresse justement dans ce premier chapitre du thème 2, c'est de voir comment la République s'est mise en place. Ce gouvernement provisoire, dès les premiers jours, va faire des réformes en direction de plus de liberté, en faveur de plus de liberté. D'accord? C'est vraiment ce que demandait le peuple. On avait ce débat sous la monarchie de Juillet, donc sous la monarchie de Louis-Philippe, ce débat sur le suffrage universel. On avait dit, avant c'était un suffrage censitaire. Donc c'est ce qu'on va voir en grand 1, et la Deuxième République, entre échec et espoir, 1848-1852. Et un grand A, le retour des idéaux démocratiques. J'ai préparé la vidéo à l'arrache, donc je fais plein au montage, ça va être galère. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme mesure? Une première qui est assez importante, c'est le 27 février 1848, sous l'impulsion de Victor Schœlcher, qui est journaliste, politique. Cette début de République, elle a été faite par les journalistes, qui sont en même temps des écrivains, des hommes politiques. On a vu avec Thiers, journaliste, grâce à l'impulsion de Victor Schœlcher, le 27 février 1848, est aboli l'esclavage. Alors cet esclavage, il avait déjà été aboli une première fois pendant la Révolution française. Il va être rétabli par Napoléon Ier en 1802. Alors pourquoi Napoléon Ier rétablit l'esclavage en 1802? Eh bien c'était parce que les colonies, la Guadeloupe, la Martinique, avaient une économie qui fonctionnait grâce aux plantations de canne à sucre. Et par qui étaient cultivés ces cannes à sucre? Par des esclaves. Et donc pour des raisons économiques, pour permettre pour éviter la perte de croissance économique des colonies, d'accord, Napoléon rétablit, à la demande en fait des producteurs de canne à sucre, des exploitants, de ceux qui ont des plantations, il rétablit l'esclavage en 1802. Et donc il va falloir attendre cette date, le 27 février 1848, pour que l'esclavage soit définitivement aboli en France. Qu'est-ce qu'elle va faire d'autre, cette République? Elle va le 2 mars, le temps de travail, on en parlera. Le 6 mars est restaurée la liberté de la presse, cette liberté de la presse qui avait été limitée à la fin de la monarchie de Juillet. Et le 10 mars 1848, par exemple, est rétablie la liberté de réunion religieuse. Et surtout, quelque chose de très important, le 5 mars 1848,
est mis en place le suffrage universel masculin, ce suffrage universel masculin qui va permettre à 9 millions d'électeurs d'élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. D'accord ? Alors que le suffrage censitaire ne permettait qu'à 240 000 électeurs de pouvoir voter. Ce qui est considérable et ce qui va vraiment permettre à la démocratie d'avoir un jeu politique très varié. On a aussi des mesures symboliques qui vont être adoptées. J'espère que j'étais assez à côté du micro parce que ça se trouve vous n'allez rien entendre. Bon. Je recommence. On a des mesures symboliques qui vont être adoptées, comme par exemple la devise liberté, égalité, va être ajoutée à celle-ci, fraternité. Le drapeau tricolore, on va y revenir, est adopté, et la Marianne devient le symbole de la République. On va pouvoir enchaîner sur le grand B, l'échec de la République sociale. Alors pourquoi on va parler de République sociale ? En 1848, on a eu, on va dire, deux idées de la République, des gens qu'on va considérer comme par exemple Lamartine, Adolphe Thiers, le journaliste, qu'on va considérer comme des fervents républicains, mais des républicains modérés. On va placer parmi ceux qu'on classe chez les libéraux. Vous savez, on a parlé du libéralisme. Le libéralisme, qu'est-ce que c'est ? C'est les gens qui défendent les libertés individuelles, la liberté de la presse, la liberté d'opinion, et la liberté dans le travail, par exemple. D'accord ? Donc l'individu fait ses propres choix, l'individu est totalement libre, et si il doit un peu contraindre cette liberté, c'est en votant, en participant à la vie politique, et particulièrement en élisant des représentants qui vont pour eux voter les lois. Donc on a ces républicains-là qui sont favorables à 1789 et qui vont demander une république modérée, une république qu'on va qualifier un peu plus tard de république bourgeoise, qui va s'appuyer sur la bourgeoisie, sur les bonnes mœurs et sur les libertés, la liberté du travail et l'ordre. Et d'un autre côté, on va avoir une autre conception de la République qui va être un peu plus démocratique, une république peut-être, une démocratie un peu plus directe. C'est pour ça qu'on va parler de république sociale. On va parler de république sociale parce qu'en 1848, c'est la naissance du socialisme, qu'on va appeler aussi plus tard le communisme. D'ailleurs, c'est en 1848 que Karl Marx, le penseur du communisme, écrit le manifeste du Parti communiste. Donc, ces forces sociales, ces forces productrices qui sont les ouvriers, vont vouloir mettre en place une république qui va prendre en compte la condition de travail des ouvriers, et l'État doit avoir comme but de s'occuper des conditions de travail des ouvriers, doit pouvoir gérer, intervenir dans l'économie et accélérer le processus de républicanisation, de démocratisation de la société. Et donc, ces républicains, eux, vont être révolutionnaires. Alors 1848, c'est une république qui va au début être sociale. Pourquoi elle va être sociale ? Parce qu'on l'a vu, le 2 mars 1848, le temps de travail est réduit. Alors, c'est une réduction un peu limitée, parce que en province, on travaillait avant 12 heures par jour, et après le 2 mars 1848, le temps de travail est réduit à 11 heures par jour. À Paris, on travaillait avant ça 11 heures par jour, et le temps de travail est réduit à 10 heures. Donc ça, c'est une mesure sociale. Qu'est-ce qu'on a comme autre mesure sociale ? C'est la mise en place des ateliers nationaux. Les ateliers nationaux, c'est une politique de grands travaux. Donc, on a une masse d'ouvriers qui demandent du travail. Il faut se rappeler, je ne vous l'ai pas dit, mais on est dans un contexte qui ressemble un peu à 1789 de crise économique. D'accord ? On est dans un contexte de crise économique, on a énormément d'ouvriers au chômage. Donc, ces chômeurs, on va leur proposer du travail, des grands travaux, de construire des ponts, de construire des routes, de construire des bâtiments, des choses comme ça, pour les occuper, pour pouvoir les payer. Et c'est pour ça que sont mis en place ce qu'on appelle les ateliers nationaux. Ces ateliers nationaux, ils vont permettre de réduire le chômage. En fait, l'État force le travail. L'État oblige
ou en tout cas inventent du travail. Sauf que qu'est-ce qui va se passer? Ces ateliers nationaux ne vont pas fonctionner comme ça avait été prévu, ils vont coûter cher. On va reprocher aux ateliers nationaux de payer des ouvriers, de mettre en place, de construire une masse d'ouvriers qui ne sert pas à grand chose et qui coûte très cher à l'État. Et en plus, cette masse d'ouvriers est prise par ces nouvelles idées socialistes et en fait révolutionnaires. Cette république sociale et aussi cette idée de vouloir être héritier non pas de 1789, mais peut-être plutôt de 1793 et de la Terreur. Et c'est pour ça qu'un des symboles de la République va être contesté. On va avoir d'un autre côté, défendu par Lamartine, le drapeau tricolore, donc bleu, blanc, rouge. Donc ça, c'est celle de la République bourgeoise, de la République républicaine, modérée, de la République de ceux qui votent pour des représentants. Et d'un autre côté, une autre lutte va être faite pour le drapeau rouge, qui est le drapeau de la Révolution. Alors, je répète la symbolique du drapeau tricolore. Qu'est-ce que c'est le drapeau tricolore? C'est le rouge, couleur de la Révolution, le bleu, couleur de Paris, et le blanc, couleur du roi. On avait pris ces couleurs au moment de la Révolution française pour signifier que le blanc était entre le rouge, donc entre la Révolution, et entre le bleu, donc entre le peuple de Paris et la Révolution française. Ça voulait dire que soit la monarchie était protégée par la Révolution et le peuple de Paris, ou alors la monarchie était encadrée et même emprisonnée par la Révolution. Et on adopte donc ce drapeau tricolore qui est ce drapeau de la République républicaine, de la République modérée, contre le drapeau rouge qui est le drapeau de la Révolution française, qui est le drapeau de la Révolution. Une petite précision, pourquoi on a cette montée du socialisme? Alors effectivement, je vous l'ai dit, parce que des penseurs comme Karl Marx décrivent un peu ce modèle capitaliste qui exploite l'ouvrier. Donc il faut sortir de ce modèle de certaines personnes, donc les bourgeois qui exploitent une masse plus nombreuse, les prolétaires. Et d'un autre côté, donc au-delà de l'idéologie, c'est aussi une réalité. L'ouvrier vit en 1848 dans la misère et il a des conditions de travail très difficiles. Et donc on veut une démocratie sociale qui partirait du principe que les ouvriers, qui sont la masse productive, et c'est ça le socialisme, puissent bénéficier du fruit de leur travail et puissent posséder leurs moyens de production. Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors on dit posséder, mais justement ces moyens de production plutôt, à la place qu'ils appartiennent à une seule personne, le bourgeois, le chef d'entreprise qui possède son entreprise, qui possède ses ouvriers, et ces moyens de production, donc l'usine, appartiennent à tous les ouvriers. Ça s'appelle la mise en commun des moyens de production. Ça, c'est une base du socialisme, on en reparlera. Et le 23 et le 24 avril 1848, on a les élections de députés pour élire une assemblée constituante, et donc, comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a la mise en place d'une république, la mise en place d'une assemblée constituante. Le 23 et le 24 avril, le peuple, donc 9 millions d'électeurs, élisent des députés à l'assemblée constituante. Et quels sont les résultats de ces élections? Les républicains modérés sont victorieux face aux royalistes et aux socialistes. Finalement, c'est l'échec de cette république sociale, de cette république des ouvriers. Quelques chiffres, si vous voulez, comme ça. On a 500 républicains modérés qui sont élus, 250 royalistes et 150 républicains révolutionnaires ou socialistes. Qu'est-ce que ça veut dire, ces élections? Par son vote, la France consacre cette république modérée, cette république libérale, face à la monarchie ou face à ce qu'on va appeler les démocrates sociaux, les démoc-soc, ni monarchie, ni socialisme. Mais ces résultats vont déplaire aux socialistes révolutionnaires. Les socialistes révolutionnaires, c'est un peu exagéré, mais aux socialistes qui veulent faire la révolution. Et donc, ces élections vont déboucher sur ce qu'on va appeler les journées de juin 1848, où de violentes émeutes vont se dérouler dans Paris. La question qu'on va pouvoir se poser, finalement, c'est le peuple de Paris, le peuple des ouvriers, des artisans, qui sont à la fois dans des conditions de travail difficiles, qui sont aussi marqués par les clubs socialistes, par les révolutionnaires, a donné cette interrogation
le peuple de Paris contre la légitimité des urnes? C'est une grande question retrouvée aussi dans l'actualité. D'accord ? Finalement, on est dans cette république libérale où si on a voté pour des représentants, c'est la volonté du peuple, et pourtant une partie de ce peuple se met en révolte contre ces élections pour demander une république sociale. Et en plus, ce gouvernement provisoire avait augmenté les impôts de 45%, ce qui n'arrange pas les choses. Le 15 mai 1848, l'Assemblée nationale est envahie par le peuple de Paris. Ça me fait penser à toutes les révolutions. Voilà, toutes les révolutions en France, on envahit l'Assemblée nationale et c'est la panique. Et goutte d'eau qui fait déborder le vase, le 21 juin 1848, les ateliers nationaux sont supprimés. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Tout un tas d'ouvriers va se retrouver au chômage, sans travail. Et là, c'est des émeutes, des barricades dans Paris. Tout ça va durer jusqu'au 26 juin 1848. Paris est placé en état de siège. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ce sera un gouverneur militaire, donc on appelle le général Cavaignac, qui va prendre le pouvoir. C'est le général Cavaignac qui reçoit le pouvoir parce que c'est l'état de siège. Donc quand c'est l'état de siège, c'est le grade militaire le plus élevé qui a l'essentiel du pouvoir dans le but de rétablir l'ordre dans Paris. Ces journées de juin, c'est plusieurs milliers de morts, 15 000 arrestations. Avec le général Cavaignac, les manifestations sont jugulées, si je peux me permettre le mot. Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ces journées de juin 1848 ? On peut dire qu'on a une fracture entre les républicains et les socialistes. On verra la suite dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, à m'envoyer des mails. J'espère que ça vous a plu, que ce format vous convient. Je pense que ça peut être pas mal. Ça permet d'avoir la vidéo, de pouvoir revenir dessus, la regarder ou voilà, plus que de faire une visio. Puis c'est toujours un peu sympa.